Il fait partie des grands noms du photojournalisme. Patrick Robert parcourt l'Afrique depuis 1980, depuis plus de 40 ans. Il a couvert de nombreux conflits, du Libéria au Zaïre, en passant par l'Algérie, la Bosnie, l'Afghanistan et le Mali, pour ne citer que. Son travail, publié par les plus grands magazines du monde, a été récompensé par de nombreux prix internationaux, notamment 2 visas d'or au Festival du photojournalisme à Perpignan, dans le sud de la France. Bonsoir Patrick Robert. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Votre livre a pour titre « Chaque heure compte, la dernière tue ». C'est aux éditions Éric Bonnier. Je précise qu'un QR code est présent pour chaque chapitre au début, pour le visionnage de vos reportages photos, donc reportages de guerre. D'abord, une première question, est-ce que vous vous souvenez de votre premier conflit, de votre première photo de guerre ? Première photo, non, je ne me souviens pas. Mais je me souviens des premiers conflits que j'ai couverts, oui. La guerre Iran-Irak, l'Afghanistan, autant à la période soviétique, la Libye, au temps du conflit avec Reagan, les Américains, le Tchad. Le premier, c'était la confrontation Iran-Irak ? Je crois bien. Vous en avez parcouru tellement. Ouais, je ne me rappelle plus dans le détail les premiers, vraiment, mais bon, peu importe. Ouais. Peut-être un mot tout de même sur le conflit israélo-palestinien, puisqu'il revient, il ressurgit au cœur de l'actualité. Vous l'avez couvert, notamment la première intifada, la deuxième intifada. Vous êtes aussi allé à Gaza, même si c'était une autre époque. Le Hamas n'était pas au pouvoir ? Non, c'était pas le Hamas, c'était l'autorité palestinienne. Oui, j'ai fait beaucoup de voyages là-bas. Donc j'ai vraiment sillonné le pays dans tous les sens. Et j'ai pu appréhender la complexité des choses et comment finalement les extrémistes ont creusé, entretenu le fossé de haine entre les deux communautés. Et en fait, c'est les extrémistes qui ont l'initiative dans ce conflit. Et vous, en tant que photoreporter de guerre, c'était compliqué, c'était un conflit particulier. Est-ce qu'il y avait des difficultés particulières par rapport aux nombreux conflits que vous avez couverts ? Le principal problème, c'est d'être identifié par la partie adverse. Donc, il faut être accrédité par Tsahal, l'armée israélienne, pour travailler du côté israélien. Et puis, il faut être accrédité du côté palestinien pour être identifié par les Palestiniens. Donc aujourd'hui, il faut être accrédité pour entrer à Gaza par le Hamas. Et le problème que j'avais, c'est que si je roulais avec une voiture louée en Israël, avec des plaques israéliennes, j'étais assimilé par les Palestiniens comme israélien, et je me faisais caillasser la voiture. Et j'étais pris pour un Israélien, ce qui n'était pas confortable. Et avec une voiture palestinienne, je n'étais pas agressé par les Palestiniens, mais dans les colonies, j'étais mal vu aussi. Quand le temps de décliner son identité, quelquefois on a déjà pris quelques pierres. Donc c'est pas simple, mais on pouvait quand même travailler relativement facilement. Alors, le premier chapitre a pour titre « Touché, blessure initiatique ». Je lis un extrait de votre livre. « Un choc brutal me soulève et me projette sur le dos. Un coup de sabre qui résonne au plus profond du corps et coupe le souffle. Une douleur foudroyante. Je poursuis. Touché. Cette fois-ci, c'est pour moi. Il fallait bien que ça finisse par arriver. Depuis toutes ces années, je suis tombé le 18 juillet 2003 à Monrovia, au Libéria. » Ça, c'est le point de départ de votre livre. Ce jour, forcément, il reste à part dans votre carrière de photoreporter de guerre. J'ai commencé le livre sur cette blessure parce que cette blessure a agi comme un révélateur. En fait, le choc m'a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses que j'avais en moi, mais que j'avais pas identifiées d'une façon très claire. Parce que vous savez, quand on est pris par l'actualité, on travaille beaucoup, on est sans arrêt en déplacement, on pense pas trop à soi, on n'a pas ce regard introspectif sur soi-même et sur sa mission. Et là, ça m'a donné l'occasion de le faire. C'est comme une sorte de chemin de Damas. Vous savez, quand vous prenez un choc qui vous ouvre un certain nombre de perspectives, de compréhension sur un certain nombre de choses que... On va voir ce que vous avez interrogé. Pardonnez-moi, mais on voit cette photo. Vous êtes entouré de militaires français. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? Encore une fois, il y a ce QR code et bien entendu, je l'ai scanné et on voit toutes ces photos, notamment celle-ci. Comment ça s'est passé ? Tout va très vite, on imagine ? Oui, tout va très vite. En fait, quand j'ai été blessé, j'ai été blessé un samedi. C'est très anecdotique, mais un samedi, les journaux sont en bouclage et j'ai été miraculeusement soigné par le CICR, la Croix-Rouge internationale, qui avait un chirurgien qui, par miracle, venait d'arriver. Sinon, il n'y avait pas de chirurgien en ville, je serais mort. Et j'ai été
pris en charge par l'ambassade américaine qui n'était pas loin de l'endroit où je suis tombé. Et les Américains m'ont amené, ont appelé le CICR qui est venu me chercher. Et donc j'ai été opéré par le CICR. Et comme c'était un samedi et que les journaux étaient bouclés, etc., et que le CICR n'a pas communiqué sur mon état, on avait peur que je sois dans un état bien pire qu'il n'était réellement. Et ce qui fait qu'il y a eu une sorte de panique sur mon cas, et sans savoir vraiment dans quel état j'étais gravement blessé, hein, mais enfin, je n'étais pas mort, j'étais encore pas mort. Et la crainte était que c'était en fait très grave. Et donc, après, tous mes amis journalistes ont essayé d'alerter les autorités pour me faire évacuer. Notamment le COS qui est intervenu. Et donc, Jacques Chirac a décidé d'envoyer le COS, les forces spéciales, depuis Abidjan pour m'évacuer. Donc, cette photo, c'est les commandos des opérations spéciales qui viennent me chercher depuis Abidjan. Et vous vous retrouvez en fait acteur. Là, c'est vous qui êtes pris en photo. Oui, c'est ça. Je me trouve dans la situation d'une victime, en fait. Dans la situation d'une victime, ce qui est une expérience intéressante pour un journaliste, de se retrouver dans la situation, dans la peau d'une victime, pour une fois. C'est gênant. C'est instructif. C'est vraiment une expérience très instructive, qui permet d'appréhender l'état de victimes, en fait, des victimes qu'on photographie au quotidien quand on est journaliste, et qui pour une fois, on perçoit dans sa chair ce qu'une victime ressent. C'est très instructif. Oui. En tout cas, cette grave blessure par balle vous plonge alors dans une introspection, vous l'avez dit. Vous allez notamment interroger, ça peut paraître assez spectaculaire, mais l'utilité même de votre métier, en fait. Oui, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on ne se pose pas trop de questions, on y va. Il y a un événement quelque part, on prend un billet d'avion, on y va. Et puis, quand on a l'occasion de se poser et de regarder en arrière, on se dit, est-ce que tout ça était bien utile? À quoi ça a servi? Et malheureusement, la réponse, c'est que ça ne sert pas à grand-chose, que personne n'est indispensable, que si j'étais resté dans mon lit, ça n'aurait pas changé le cours du monde. Il y a un questionnement aussi sur le sens de l'histoire. Je le disais, vous avez parcouru l'Afrique, vous continuez à parcourir de nombreux continents. C'est une histoire à part, vous et le continent africain. Je dis le sens de l'histoire, le génocide des Tutsis au Rwanda. Il y a le Libéria, on vient de l'évoquer, où vous avez été blessé, mais pas seulement. L'Algérie, ce ne sont pas forcément des guerres entre États, mais ce sont des conflits fratricides. Le Mali aussi, avec les forces tchadiennes, vous racontez. Il y a un lien indéfectible entre votre travail et ce continent. Oui, j'ai trouvé l'Afrique très intéressante parce qu'on était, dans la période où j'ai travaillé, c'est-à-dire les 40 dernières années, à cheval sur 2 siècles, on est à un tournant charnière, un passage charnière entre 2 époques. L'époque qui a succédé aux indépendances et cette nouvelle époque où les régimes qui ont succédé aux indépendances se sont plus ou moins effondrés, sont terminés, et les régimes qui leur succèdent s'effondrent aussi. En fait, on arrive à ce point-là. Donc, c'était intéressant de voir cette évolution. L'Afrique, oui, c'est très intéressant. Et moi, j'ai toujours trouvé intéressant d'aller en Afrique. Et je ne sais pas pourquoi, mais je travaille bien en Afrique. Je suis à l'aise, je m'entends bien avec les gens. Et puis, maintenant que j'ai été transfusé avec du sang africain, je me sens... africain aussi. J'ai un composant intime avec eux. Oui. 1987, vous entrez à l'agence Sigma. Que représente-t-elle pour vous, au point de vue consacré, ce chapitre? Bien, Sigma, c'était la plus grande agence, c'était un aboutissement professionnel. C'était l'agence la plus prestigieuse à l'époque, on travaillait beaucoup dans tous les domaines. L'âge d'or du photojournalisme. Oui, c'était l'âge d'or du photojournalisme, mais en même temps, enfin, c'était la fin de l'âge d'or, on va dire. Moi, j'ai connu la fin de l'âge d'or, voilà. Et j'ai basculé, au moment où je suis arrivé, ça a commencé à se déliter, à se défaire, et à se dissoudre, à se diluer. Et le numérique, l'ère du numérique a contribué à cette dilution de l'importance du photojournalisme, en tout cas du photojournalisme français. Il y a toujours des photojournalistes, mais ils ne sont plus principalement français, malheureusement. Et justement, qu'est-ce que ça a changé selon vous avant? C'est vrai qu'on attendait avec impatience les grands magazines, qu'ils soient francophones d'ailleurs, ou anglophones, ou d'autres régions du monde. Qu'est-ce que ça a changé, l'émergence du numérique, des réseaux sociaux aussi? Alors, beaucoup de choses. La première chose, c'est que les images sont faites immédiatement par des gens avec des téléphones. C'est que le numérique a mis la photographie à la portée de gens
dont l'argentique n'était pas accessible, parce que la chimie c'était compliqué, parce qu'il fallait une chaîne logistique pour faire des images, des photos en argentique qui n'étaient pas professionnelles dans les pays africains ou dans les pays du tiers-monde. Le numérique a fait sauter ce verrou technologique et a apporté tout le monde la possibilité de faire des images nettes, bien exposées. Malheureusement, ça a aussi des inconvénients. C'est qu'on ne contrôle plus ce qui est fait. On n'a jamais la certitude que les images ne sont pas manipulées, que les gens qui les ont faites ne servent pas à une propagande, ne sont pas partie prenante dans un conflit, dans l'histoire qui couvre. Et donc, il y a des doutes. C'est intéressant ce que vous dites, pardonnez-moi, des doutes, allez-y, terminez. Des doutes sur la valeur informative des images qu'on reçoit. Alors, à Perpignan, justement, on parlait de vos prix. Il y a eu une image, justement, pour la première fois, je parle sous votre contrôle parce que vous suivez bien, du mouvement de contestation, vous savez, en Iran, après la mort de la jeune Mahsa Amini. Ça, c'est quelque chose que vous approuvez ou vous dites attention? L'image est très impressionnante de filles qui avaient enlevé leur voile, les cheveux longs. C'est une image que vous avez peut-être vue. Est-ce que ça, vous dites attention ou vous dites pourquoi pas? Pardon, c'est une image trafiquée ou c'est une image... Non, c'est une image prise, mais avec un téléphone portable, il me semble. Ouais. Ouais. Non, mais à partir du moment où le téléphone portable permet de témoigner de la réalité... Il n'y a pas de problème. Ouais. Mais l'inconvénient, c'est qu'on ne contrôle plus l'origine de cette image. C'est ça le problème, c'est dans le contrôle. Le fait que cette image existe, si elle a vraiment été faite sur le coup et dont on est sûr du contexte, etc., c'est très bien. Mais le problème, c'est qu'on n'est plus sûr de rien. L'Afghanistan, donc je le disais, 1987, c'était lors de la résistance des Afghans, des Moudjahidines, face à l'occupation soviétique. Vous y êtes retourné ensuite en 2001. C'est quoi une bonne photo, selon vous, Patrick Robert? Alors, de mon point de vue, il y a plusieurs définitions, mais la bonne photo, c'est la photo qui témoigne d'un événement en portant une information et qui a des qualités esthétiques. Parce qu'une image, c'est quand même fait pour être publiée, pour être exposée, pour être vue. Et il faut qu'en plus de ça... Celle-ci, elle en a de l'esthétique. Oui, oui. On retrouve souvent ce contraste d'ailleurs sur vos photos. Hein. Une tête coupée au Libéria avec en toile de fond derrière des hommes, et souvent parfois d'ailleurs des jeunes habillés en anges. Oui. Vous jouez sur ça. En ange, c'est des robes de mariée ou des choses comme ça. Oui. Très blanc. Ils aiment bien se déguiser. Oui, ils aiment bien se déguiser. Ils trouvent dans les pillages des vêtements qui leur sont inconnus, parce que la plupart des rebelles sont des gens qui viennent de la forêt, du bush, ils disent. Et donc, en arrivant dans les villes et qui pillent, ils trouvent des objets comme des perruques, par exemple, qui sont très prisées par la communauté afro-africaine au Libéria. Et donc, ils revêtent ces perruques qui leur donnent un aspect totalement étrange, surréel. Mais non, en fait, c'est une diversion. Il ne faut pas trop s'occuper de la façon dont ils sont habillés, parce que ils peuvent passer pour des fous, pour des gens dérangés, etc. C'est pas du tout ce qu'ils sont. Ils sont simplement dans une autre réalité. Et c'est très difficile pour un journaliste de faire le tri de ce qui est l'authenticité du conflit de ces gens sans trahir la réalité, en fait. Dernier mot en 30 secondes. Prochain reportage, vous l'avez déjà en tête? Non. Pas du tout, je ne sais pas. En général, ça se décide assez vite. Très vite. Merci beaucoup, Patrick Robert. Chaque heure compte. La dernière tue, c'est aux éditions Éric Bonnier. Merci d'être venu partager votre livre avec nous. Donc, et je rappelle qu'on peut voir tous vos reportages photos, en tout cas ceux que vous avez sélectionnés pour cet ouvrage. Merci à vous. L'actualité culturelle à présent. Et ce nouveau rendez-vous qui devrait ravir tous les fans, tous les passionnés de street art. Coup d'envoi demain, vendredi, sur notre antenne, sur TV5 Monde, de la 3e saison de Sur les murs, série documentaire qui met à l'honneur les arts de la rue, en allant à la rencontre des grands noms du secteur à travers le monde. Aux commandes cette année encore, l'artiste français Richard Orlinski, Nicolas Georges et Guillaume Gouet sont allés à sa rencontre à Paris. C'était à l'occasion de parler avec lui de la nouvelle dimension qu'a pris le milieu du graphe. Regardez. Jamais le mouvement graphe n'aura été aussi tendance. Loin du côté subversif de ses débuts, l'art urbain fait désormais partie de notre quotidien. Et la parole, elle, se libère sur les murs du monde entier.
Donc il y a un côté quand même beaucoup plus légal, beaucoup moins vandal que ça a pu être à l'époque. Il y a un côté moins aventurier dans le street art, mais tu as un côté aussi où tu as beaucoup plus de possibilités et on met à l'honneur. Donc il y a vraiment une reconnaissance, je pense, de cette forme d'expression artistique et c'est vachement intéressant. Tu as une émotion immédiate, une lisibilité immédiate. Il y a vraiment des messages très forts, évidemment, qui sont véhiculés par cette forme d'art. C'est pas obligatoire qu'il y ait un message politique derrière, il y a un message aussi parfois d'espoir, un message sur la vie, sur l'amour, sur plein de choses qui nous concernent et qui nous entourent. Donc effectivement, il y a une mission. Orlinski est devenu au fil des années un observateur attentif et un fin connaisseur de l'art urbain à travers le monde. Un témoin privilégié des villes tendances et des meilleurs spots de création à travers la planète. J'étais à Barcelone, qui est une ville incroyable. J'étais en Grèce, à Athènes, c'était aussi génial. J'étais aux États-Unis, forcément, à Miami, dans Wynwood, où il y avait des choses incroyables. C'est pas parce que je suis parisien, mais Paris, j'ai rencontré j'ai des super rencontres, on a fait des très belles choses. Il y a vraiment un vivier. C'est la France, effectivement. Il y a un vivier incroyable, je trouve, pour le street art. Et puis, on est là, donc j'ai bien envie de vous emmener dans un endroit qui me parle beaucoup. Et donc, je vous emmène quelque part, mais c'est secret, vous allez voir qu'on va arriver. On est arrivé dans l'endroit insolite qui me parle énormément. C'est quoi? T'as vu, c'est comme il y en a beaucoup aussi en Hollande, c'est la Péniche, comme je disais. Et elle est assez atypique, c'est un restaurant en même temps. Et c'est surtout un artiste qui s'appelle Marco 93, qui a un peu une sommité dans le 93, parce que c'est un ancien, on va dire, c'est un ancien vandale qui est très respecté. On a tourné avec lui à Saint-Denis. Il y a une vraie diversité dans le travail. Tu vois, on peut avoir déjà le côté de l'animal, tu vois, de la panthère là-bas, avec effectivement du lettrage, avec la femme. Il y a plein d'émotions, il y a surtout une certaine liberté de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'a voulu dire Marco. Et ça, je trouve ça très intéressant dans le street art, en tout cas dans certains artistes qui s'expriment pour les autres. Et il y a un côté très généreux et ça me parle vraiment. Cette saison, Orlinski partira notamment à la découverte de la scène graphe à Séoul, Tokyo, Lausanne, Bruxelles ou encore Porto. Un tour du monde haut en couleur pour prendre le pouls de ce mouvement né dans les années 60, mais qui n'a été considéré comme un art à part entière qu'à partir des années 2000. Et le premier épisode de Sur les murs, c'est donc dès demain vendredi sur notre antenne, sur les antennes de TV5 Monde, avec un coup de projecteur sur la scène graphe de Paris et ses alentours. L'épisode et les prochains d'ailleurs sont à retrouver bien évidemment sur notre plateforme TV5 Monde+. L'invité de Patrick Simonin à présent, Jean-François Delfraissy, son nom vous dit sans doute quelque chose. Il a incarné en France la gestion de la crise du Covid-19 en présidant le comité scientifique désigné par le chef de l'Élysée Emmanuel Macron. Une expérience qu'il raconte dans un livre qui a pour titre Un médecin au front. Le professeur est l'invité de Patrick Simonin. Je vous laisse en leur compagnie. On se retrouve juste après sur TV5 Monde. Sur vous. Bonjour Jean-François Delfraissy, vous êtes professeur d'immunologie clinique, vous êtes occupé évidemment de la lutte contre le sida pendant très longtemps et vous avez été le fameux président du conseil scientifique pendant toute la crise du Covid. Vous publiez un livre, Un médecin au front, aux éditions du Seuil, témoignage avec Denis Lafay. Vous racontez comment, au fond, aujourd'hui, vous vous dites, vous, Jean-François Delfraissy, qui vous êtes battu contre ce Covid, au fond, je suis apparu comme le père Fouettard de cette crise. Oui, c'est un peu vrai. Je pense que les Français m'ont vu comme, au nom du Conseil scientifique. Je rappelle que c'est des décisions qui étaient prises en commun avec l'ensemble des conseils scientifiques. M'ont vu comme l'image de celui qui avait conseillé le gouvernement et au plus haut niveau du gouvernement pour un certain nombre de décisions un peu difficile, mais on va y revenir. Oui, comme par exemple ce 17 mars à 20h, vous racontez dans le livre, vous ouvrez votre fenêtre, c'est le confinement, Paris est désert, et là vous êtes traversé d'un doute et vous vous dites, et si on s'était trompé ? Oui, c'est la période compliquée de mars 2020 où finalement, comment on construit l'expertise alors même qu'on est dans un grand phénomène d'incertitude et où la science n'est pas encore au rendez-vous. Normalement, c'est assez simple. Il y a d'un côté la science, de l'autre côté la décision politique. Et il ne faut surtout pas mélanger les deux choses. On est une démocratie, ce sont les politiques qui décident. Et les experts sont là pour les conseiller. Oui. En situation de crise, au début de la crise, quand la science n'est pas encore au rendez-vous, comment peut-on être expert alors que soi-même, on essaie de regarder ce qui va conduire à la décision la moins mauvaise possible. Oui. Donc c'est vrai que
on a poussé le gouvernement à confiner. Rappelez-vous, il n'y a pas que nous qui avons confiné. L'Europe entière a confiné avec des délais. Nous, notre rôle a été finalement de pousser, entre guillemets, cette décision extrêmement difficile. C'est une décision... Avec des doutes, parce que vous le reconnaissez aujourd'hui, vous n'étiez pas sûr. On avait de doutes sur le confinement un peu, de doutes sur l'efficacité du confinement. Oui, on en avait parce que on travaillait sur des modèles mathématiques avec une série de jeunes biomathématiciens qui nous montraient qu'en fait, en diminuant de façon drastique les contacts de chacun d'entre nous, et c'est ce qui s'est passé pendant le premier confinement, eh bien, on allait réduire à partir de début avril. Vous dites, on craignait 200 000 morts. Oui, je pense qu'on aurait eu entre 200 et 300 000 décès en France, probablement... essentiellement parmi les personnes âgées ou les personnes à risque, mais vous vous souvenez très bien que vers le 10 avril, c'est-à-dire alors qu'on avait déjà pratiquement 3 semaines de confinement et que nous avions prévu que la courbe allait se casser, entre guillemets, eh bien, c'est le moment où l'assistance publique à Paris, on a failli craquer, où des trains partaient tous les jours sur Rennes, sur Niort, sur Nantes, sur Bordeaux, pour transférer les malades les plus graves, parce qu'il n'y a eu plus de place. L'idée était évidemment d'éviter les morts et d'éviter que le système de soins ne craque. Oui, mais en même temps, vous reconnaissez dans ce livre une mise en place chaotique. Au départ, des mesures face à cette épidémie qui était nouvelle, vous reconnaissez des erreurs dans la composition de ce comité scientifique. Parce qu'au fond, c'est là où au fond votre livre est peut-être humain. C'est que vous introduisez le doute. Et au fond, on sent qu'il y a eu de profonds doutes. Oui, bien sûr. On vient de vivre quelque chose d'extraordinaire, qu'on a d'ailleurs tendance à oublier. Il y a une résilience extraordinaire de nos concitoyens, mais tant mieux. On voit bien qu'il y a d'autres crises qui sont arrivées, et tant mieux. Et pourtant... Et c'est pour la raison pour laquelle, finalement, je me suis lancé dans l'écriture de ce livre. Il faut qu'on en tire un certain nombre de leçons. Et bien sûr qu'on a fait des erreurs, mais que ça serait ridicule de ma part de ne pas le reconnaître. Probablement, on aurait dû mettre dans la composition du conseil scientifique un vétérinaire plutôt qu'on ne l'a mis, ou un spécialiste de la santé mentale des enfants. On les a mis, mais on les a mis plus tard. Probablement qu'on aurait dû, par exemple, pousser encore plus à confiner plus vite. Entre nos premiers contacts avec l'Élysée, une réunion avec l'Élysée décisive qui s'est passée le 12 mars, et puis le confinement qui survient quelques jours plus tard, tout gain de 1 ou 2 jours a été essentiel pour éviter un certain nombre de contacts, donc de décès chez les personnes âgées. Mais en même temps, vous dites très clairement qu'il n'y a pas eu de tentative du pouvoir politique d'influencer vos propres, à la fois, recommandations, on va dire, ou décisions. Non, vraiment, le conseil scientifique, rappelons-le, a été créé début mars 2020 et il a fini ses fonctions le 31 juillet 2022. C'est-à-dire qu'on parle toujours du premier confinement. On pourrait y revenir si vous le souhaitez, mais en fait, il y a eu d'autres épisodes. Il y a eu un deuxième confinement à l'automne et à l'hiver 2020. Puis ensuite, il y a eu cette année 2021 un peu extraordinaire de course entre l'arrivée des variants et des vaccins. Eh bien, on a eu donc un dialogue répété, il me semble-t-il, dans de bonnes conditions démocratiques. Chacun gardant le respect l'un de l'autre, mais je n'ai jamais reçu un ordre particulier pour écrire quoi que ce soit sur la gestion de crise. Vous reconnaissez des conseils de défense, vous dites peu transparents. Vous reconnaissez avoir été, j'allais dire, bouleversé ou en tous les cas troublé par la rencontre d'Emmanuel Macron avec le professeur Raoult à Marseille. Vous avalez beaucoup de couleuvres. Écoutez, c'était mon rôle. Mon rôle était, le président de la République m'avait demandé de l'aider à porter ce conseil scientifique. J'avais d'ailleurs dit qu'il fallait peut-être prendre quelqu'un de plus jeune que moi, parce que je pensais qu'on était dans une certaine durée de la crise, mais je ne pensais pas, là non plus, qu'on serait sur 2 ans et demi. Finalement, on a été sur 2 ans et demi, et on n'est pas encore totalement fini, on le voit encore. Oui, bien sûr, il y a eu... Dans cette relation très très particulière, dans une grande crise sanitaire entre science et politique, il y a des moments de tension, c'est clair, mais une fois de plus,
Je pense que la France, on a les chiffres d'ailleurs maintenant au niveau sanitaire, s'en est bien sortie. C'est-à-dire que en termes de mortalité ou en termes de perte de durée de vie, on est un des pays qui s'en sort le mieux. Il y a d'autres éléments complexes évidemment, mais sur ce marqueur très dur qu'est la mortalité, on s'en sort mieux que l'Allemagne qu'on a souvent cité comme exemple, mieux que l'Angleterre, mieux que l'Italie, mieux que l'Espagne et beaucoup mieux que les États-Unis par exemple. Il est important de revenir parce qu'on passe trop vite à la suite. Vous dites au fond, oui, mais regardons ce qui s'est passé pour l'avenir. Parce que, oui, ça peut recommencer. Ah, bien sûr, ça peut recommencer. Et probablement, d'abord, Covid n'est pas fini. Et on voit bien, y compris en ce moment, vous avez tous autour de vous des personnes qui font un Covid, mais ça se passe bien parce qu'on a une barrière soit naturelle, soit vaccinale qui nous protège. Mais un variant peut de nouveau arriver. Et puis, voilà, je ne voudrais pas terminer sur une note pessimiste, mais imaginez qu'on est d'ici quelques années, le plus loin possible, mais en raison de tout ce qui arrive, des changements climatiques, des mouvements migratoires, des crises géopolitiques qui surviennent, un virus qui, au lieu de toucher préférentiellement les personnes âgées, toucherait préférentiellement les enfants. Et il faut beaucoup qu'on y réfléchisse, avec les mesures extrêmement difficiles qui seraient à prendre. Donc oui, c'est un métier d'anticiper et c'est une responsabilité de nos gouvernants et c'est pour ça qu'il faut investir fondamentalement dans la recherche fondamentale. Merci Jean-François Delfraissy pour ce témoignage. Un médecin au front, votre témoignage donc, qui est publié aux éditions du Seuil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes à la une de l'actualité. Les Palestiniens de Gaza qui s'apprêtent à vivre une 6e nuit de bombardement de l'armée israélienne en représailles aux attaques du Hamas. Le bilan s'élève à plus de 1350 morts et 6000 blessés. La situation humanitaire à Gaza va devenir très vite ingérable, déclare la Croix-Rouge internationale. Le président palestinien Mahmoud Abbas appelle, je cite, à la fin immédiate de l'agression contre le peuple palestinien. Les États-Unis soutiendront toujours Israël. Déclaration d'Anthony Blinken en visite à Tel Aviv 6 jours après les attaques du Hamas
Hamas qui ont fait plus de 1200 morts, 2800 blessés et 150 otages. Anthony Blinken a été reçu par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Pour le chef de la diplomatie américaine, le Hamas ne représente pas, je cite, les aspirations légitimes des Palestiniens. Et puis toujours à ce propos, un premier vol opéré par Air France a décollé de l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv à destination de l'aéroport parisien Roissy-Charles de Gaulle avec à son bord 200 Français prioritaires qui sont donc rapatriés aujourd'hui. Emmanuel Macron va prendre la parole à 20h tout à l'heure. Il annonce d'ores et déjà que 4 Français font partie des 17 portés disparus et sans doute aux mains du Hamas. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'une heure. Voici l'essentiel de 64 minutes préparé par Sophie Goldstein et Olivier Moisan. Les deux frères étaient dans le comité d'organisation de la Rave Party dans le sud du pays, festival où le Hamas a tué 250 personnes et a procédé à des prises d'otages. Le corps de Hersher a été retrouvé, aucune nouvelle de son frère. Il aura fallu 5 jours pour parvenir à un accord, pour que le Premier ministre israélien s'allie à l'un de ses principaux rivaux pour faire la guerre au Hamas. Peuple d'Israël, ce soir nous avons créé un gouvernement national d'urgence. Nous serons toujours à vos côtés. Nous savons que le Hamas ne représente pas le peuple palestinien, ni ses aspirations légitimes à vivre dans des conditions égales de sécurité, de liberté, de justice, d'opportunité et de dignité. C'est l'ennemi public numéro 1 d'Israël, Mohamed Deif, ici sur une des rares photos connues de lui il y a une trentaine d'années. Il dirige depuis 2002 la branche armée du Hamas, une organisation paramilitaire classée terroriste par les États-Unis, l'Union européenne et le Japon. Une organisation qui exécute les traîtres accusés de collaboration avec Israël. On appelle le monde officiel de bouger pour arrêter les agressions et surtout pour réouvrir le passage pour permettre aux 2 millions de Palestiniens de vivre dignement avec l'aide internationale. Le principal problème, c'est d'être identifié par la partie adverse. Donc, il faut être accrédité par Tsahal, l'armée israélienne, pour travailler du côté israélien. Et puis, il faut être accrédité du côté palestinien pour être identifié par les Palestiniens. Donc aujourd'hui, il faut être accrédité pour entrer à Gaza par le Hamas. Aux États-Unis, contrairement à la France, le fait d'acter le coup d'État, de le reconnaître, démarre un ensemble de mécanismes quasi systématiques, dont la première aura des conséquences très importantes, c'est la suspension de l'aide américaine au Niger. La première analyse montre des échantillons qui contiennent de l'eau en abondance sous la forme de minéraux en argile hydratée et qui contiennent du carbone. De l'eau et du carbone, exactement ce que les scientifiques espéraient trouver en envoyant il y a 7 ans la sonde Osiris-Rex sur l'astéroïde Bennu.